Raymond Moody. Il a passé un demi-siècle à poser une question que personne n'osait affronter. Qu'y a-t-il entre la vie et la mort? Et la réponse qu'il a trouvée défie absolument tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Lorsque votre cœur cesse de battre, lorsque votre esprit s'éteint, lorsque les médecins vous déclarent décédé, il existe un espace, un territoire que la science ignore, que les religions simplifient à l'extrême, et que des milliers de personnes ont exploré, pour revenir et témoigner. Un entre-deux monde. Ce n'est pas le paradis, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le néant. C'est quelque chose de beaucoup plus bouleversant et magnifiquement terrifiant à la fois. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que les recherches les plus récentes, notamment l'étude AWARE-2 de 2023, menée auprès de 567 patients, ont confirmé sur ce territoire mystérieux. Je vais vous montrer ce que 55 000 séances de régression hypnotique ont documenté sur la vie entre les vies. Et je vais relier tout cela aux découvertes révolutionnaires de Raymond Moody. Mais avant cela, je dois vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'un rêve tellement vif que pendant quelques secondes, vous ne saviez plus où vous étiez? Vous ne saviez plus si c'était la réalité ou l'imagination? Vous ne saviez plus si vous étiez vivant ou mort? Ce moment de confusion, cette frontière nébuleuse, n'est qu'une pâle ombre de ce que des milliers de personnes ont vécu, en franchissant le seuil de la mort et en revenant. La plupart des gens considèrent la mort comme un interrupteur, allumé ou éteint, vivant ou mort. Mais Raymond Moody a découvert que c'était le plus grand mensonge qu'on nous ait jamais raconté. La mort n'est pas un interrupteur, c'est un voyage. Et ce voyage traverse un territoire, qu'il appelle l'entre-deux-mondes. En 1975, lorsque Raymond Moody a publié La vie après la vie, la communauté médicale s'est moquée. Expérience de mort imminente? Tunnel de lumière? Être lumineux? Cela ressemblait à de la science-fiction, mais aujourd'hui, 50 ans plus tard, les preuves sont assez accablantes. L'étude AWARE-2, menée par le docteur Sam Parnia auprès de 567 patients dans 25 hôpitaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, a mis en évidence quelque chose qui aurait dû secouer le monde scientifique. 40% des patients ayant subi un arrêt cardiaque et ayant été réanimés ont rapporté une forme de conscience pendant la période où ils étaient cliniquement morts. 20% ont décrit une expérience complète de mort imminente, et 3% ont eu une conscience visuelle et auditive claire. Mais voici le plus troublant. Les électroencéphalogrammes de ces patients ont montré des ondes gamma, le type d'activité cérébrale associée à la pensée complexe et à la conscience lucide, jusqu'à 1 heure après que leur cœur ait cessé de battre. 1 heure, alors que les cerveaux étaient censés être complètement éteints. Alors, que se passe-t-il pendant cette heure? Qu'y a-t-il dans cet entre-deux, entre la vie qui s'est achevée et la vie qui n'a pas encore recommencé? Raymond Moody a passé des décennies à recueillir des témoignages, et ce qu'il a découvert, c'est une constance effrayante, des personnes de culture, de religion, d'âges et d'horizons différents, décrivaient des expériences remarquablement similaires. Et l'une des plus fascinantes était la sensation d'être dans un lieu qui n'est ni ici, ni là. Les patients décrivaient cela comme un espace de transition. Certains l'appelaient salle d'attente, d'autres les limbes, d'autres encore le bardo, le terme tibétain pour désigner l'état intermédiaire entre les morts et les renaissances. Mais tous s'accordaient sur une chose, c'était réel, aussi réel que la vie que nous connaissons, peut-être même plus réel. Et dans cet entre-deux-mondes, quelque chose d'extraordinaire se produisait. La conscience s'étendait. Des souvenirs de toute une vie, et parfois de vies antérieures, surgissaient avec une clarté cristalline et une présence que beaucoup décrivaient comme un être de lumière, offrait une perspective complètement différente sur l'existence. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va changer tout ce que vous pensiez savoir sur cet espace. Raymond Moody n'a pas été le seul à cartographier ce territoire. Le docteur Michael Newton, un psychologue clinicien qui a passé 30 ans à mener des régressions hypnotiques, a documenté plus de 55 000 séances au cours desquelles des patients décrivaient leurs expériences entre les vies. Et ce que Newton a découvert
était beaucoup trop cohérent pour être une simple coïncidence. Des personnes qui n'avaient jamais lu quoi que ce soit sur les expériences de mort imminente. Des personnes de différentes parties du monde décrivaient le même processus, les mêmes lieux, les mêmes étapes, selon Newton. Lorsque l'âme quitte le corps au moment de la mort, elle traverse une série de phases. Tout d'abord, il y a la séparation, le moment où la conscience réalise qu'elle n'est plus liée au corps physique. Beaucoup décrivent cela comme le fait de regarder vers le bas et de voir leur propre corps immobile. Ensuite, vient la transition, le fameux tunnel de lumière que Raymond Moody a documenté dans des centaines de cas. Mais le tunnel n'est pas la destination, c'est simplement le passage. Et ce qu'il y a de l'autre côté du tunnel est ce qui compte réellement. Newton a découvert qu'après la transition, les âmes sont accueillies par des guides, des êtres qu'elles connaissaient avant de naître. Certains sont des parents décédés, d'autres sont ce qu'il appelait des maîtres spirituels. Et ces guides conduisent l'âme vers un processus qui a changé la façon dont je pense à la mort, la révision de la vie. Avez-vous déjà entendu l'expression « voir sa vie défiler devant ses yeux » ? Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Et cela se passe dans cet entre-deux monde, selon les études de Raymond Moody et Michael Newton, dans l'espace entre les vies. L'âme revit chaque moment significatif de son existence passée, mais pas seulement de son point de vue. Vous ressentez ce que les autres ont ressenti à cause de vos actions. Chaque bonté, chaque cruauté, chaque parole dite et non dite. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience en 2022 a trouvé des preuves neurologiques à l'appui de cela. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont documenté des ondes gamma intenses dans les régions du cerveau associées à la mémoire et au traitement visuel pendant les derniers moments de la vie. Comme si le cerveau reproduisait littéralement toute l'expérience de vie en haute vitesse. Mais la révision de la vie n'est pas un jugement, du moins, pas du genre que les religions enseignent. Les patients de Raymond Moody et Michael Newton ont constamment décrit cette expérience non pas comme une punition, mais comme un apprentissage, comme une opportunité de comprendre l'impact de leur choix. Et voici quelque chose qui va vous faire repenser tout ce que vous savez sur la vie et la mort, dans l'entre-deux-mondes. Le temps ne fonctionne pas comme ici. Les patients décrivaient passer ce qui leur semblait des jours, des semaines, voire des années dans cet état, alors que dans la réalité physique, seules quelques minutes s'étaient écoulées. Et pendant ce temps, des décisions étaient prises, des décisions concernant le fait de revenir ou de continuer. Cela explique quelque chose qui a toujours intrigué les chercheurs. Pourquoi certaines personnes ont-elles des expériences de mort imminente et d'autres non? Pourquoi certaines reviennent et d'autres continuent? Selon les recherches de Michael Newton, dans l'entre-deux-mondes, l'âme évalue, elle se demande « Ai-je terminé ce que j'étais venu faire? Y a-t-il encore quelque chose à accomplir ?» Et sur la base de cette évaluation, un choix est fait, revenir dans le corps et continuer le voyage, ou passer à l'étape suivante. Cette perspective change complètement la façon dont nous comprenons la mort. Ce n'est pas une fin aléatoire, ce n'est pas un destin imposé, et une transition consciente, une partie d'un cycle plus grande que la plupart d'entre nous a oublié. Mais il y a plus encore, et ce que je vais révéler maintenant est peut-être la découverte la plus perturbante de toutes les recherches de Raymond Moody. L'entre-deux-mondes n'est pas seulement un lieu de transition, c'est un lieu de planification. Les patients du docteur Michael Newton décrivaient constamment des séances de planification dans l'espace entre les vies, des réunions avec des guides spirituels où la prochaine vie était discutée, des défis étaient choisis, des leçons étaient définies. Même les personnes que nous rencontrerions étaient convenues avant la naissance. Cela vous semble fou? C'est ce que j'ai pensé quand j'ai lu cela pour la première fois. Mais la constance des récits est impossible à ignorer. Des personnes de différents continents, de différentes décennies, de différents milieux, décrivant le même processus, le même type de réunion, le même type de choix. Et cela soulève une question perturbante. Si nous choisissons les défis avant de naître, pourquoi choisirions-nous de souffrir? Pourquoi quelqu'un choisirait-il une vie difficile? La réponse qui émerge des recherches est surprenante. Dans l'entre-deux-mondes, la perspective est complètement différente.
Ce qui semble souffrance ici, semble opportunité là-bas. Ce qui semble tragédie ici, semble leçon là-bas. L'âme voit la vie comme une école, et les difficultés, comme les exercices les plus valables. Je ne vous demande pas de croire cela aveuglement. Je rapporte seulement ce que des milliers de personnes, indépendamment, ont décrit après avoir visité cet entre-deux-mondes. Mais vous souvenez-vous quand j'ai mentionné que 40% des patients de l'étude AWARE 2 rapportaient une forme de conscience pendant la mort clinique. Il y a un détail que les chercheurs ont souligné et que la plupart ignorent. Ces expériences étaient différentes des hallucinations, différentes des rêves, différentes des délires causés par un manque d'oxygène dans le cerveau. Les chercheurs ont conclu que le cerveau mourant, en désactivant ses systèmes normaux d'inhibition, pourrait ouvrir l'accès à de nouvelles dimensions de la réalité. Des dimensions qui sont normalement filtrées par la conscience ordinaire. Pensez-y. Le cerveau ne crée pas ces expériences. Il arrête de les bloquer. Et si l'entre-deux-mondes avait toujours existé? Et s'il avait toujours été là, à attendre? Et nous, avec nos cerveaux fonctionnant normalement, nous ne pouvions simplement pas le percevoir. C'est l'hypothèse la plus radicale qui émerge des recherches de Raymond Moody. L'entre-deux-mondes n'est pas quelque chose qui arrive après la mort. C'est quelque chose qui existe parallèlement à la vie. Un territoire qui coexiste avec le nôtre, séparé seulement par la barrière de la perception normale. Et quand le cerveau arrête de fonctionner, cette barrière tombe et nous voyons ce qui a toujours été là. Maintenant, vous pouvez penser que tout cela est de la spéculation, des histoires jolies, mais sans base scientifique solide. Et je comprends. J'étais aussi sceptique, mais alors j'ai trouvé les cas véridiques. Les cas véridiques sont des expériences de mort imminente, où le patient décrit des événements qui se sont passés pendant qu'il était cliniquement mort, des événements qu'il ne pouvait pas savoir, des conversations dans d'autres pièces, des détails de procédures médicales vues d'en haut, des numéros de série sur des équipements qui ne pouvaient être lus que depuis certains angles. Le docteur Bruce Grayson de l'Université de Virginie a documenté des centaines de ces cas. Et le plus perturbant, c'est que certains d'entre eux impliquaient des patients complètement aveugles depuis la naissance. Relisez ça. Des personnes aveugles depuis la naissance rapportant des expériences visuelles pendant la mort clinique, décrivant des couleurs, des formes, des visages qu'ils n'avaient jamais vus. Comment est-ce possible si l'expérience n'est qu'une hallucination du cerveau? La réponse simple est que nous ne savons pas. La science n'a pas encore d'explication pour des cas comme ceux-là. Et ce manque d'explication est, paradoxalement, la preuve la plus forte que quelque chose de réel est en train de se passer. Un des cas les plus documentés est celui de Pam Reynolds. En 1991, elle a subi une chirurgie cérébrale radicale où son cœur a été arrêté, son sang drainé et sa température corporelle réduite à presque 0. Selon tous les critères médicaux, elle était morte. Mais quand elle s'est réveillée, elle a décrit avec précision les instruments utilisés, les conversations entre les médecins et des détails de la salle d'opération qu'elle n'aurait pas pu voir ou entendre. Ce cas est devenu un marqueur dans les recherches de Raymond Moody, parce qu'il défiait toutes les explications conventionnelles. Mais revenons à l'entre-deux-mondes. Que se passe-t-il réellement là-bas? Les recherches du docteur Michael Newton offrent la carte la plus détaillée que nous ayons. Et cette carte est surprenante de cohérence, à travers les cultures et les époques. Selon le docteur Michael Newton, après la mort et la transition initiale, l'âme entre dans un processus de récupération, surtout si la mort a été traumatique ou si la vie a été particulièrement difficile. Il existe un lieu que beaucoup de patients décrivent comme une espèce d'hôpital spirituel, un espace de guérison où les blessures de la vie sont traitées avant que l'âme ne poursuive son chemin. Après la récupération vient la retrouvaille. Amis, famille, amour des vies antérieures, tous sont là, et la reconnaissance est instantanée, même quand les formes sont différentes, parce que dans l'entre-deux-mondes, vous ne reconnaissez pas par le visage, vous reconnaissez par l'essence. Beaucoup de patients de Raymond Moody ont décrit ce moment comme le plus émouvant de toute l'expérience, le moment 2. Réaliser que la séparation était une illusion, que tous ceux que nous aimons et avons perdus étaient là, à attendre, que la mort ne les a jamais emportés vraiment,
Mais toutes les retrouvailles ne sont pas faciles. Certains patients ont rapporté avoir rencontré des personnes avec qui ils avaient des conflits non résolus. Et dans ces rencontres, quelque chose d'intéressant se passait. La perspective amplifiée de l'entre-deux-mondes permettait de voir la situation de tous les côtés, de comprendre le pourquoi des conflits, et souvent de pardonner et être pardonné. Dans l'entre-deux-mondes, cela semble arriver naturellement. Parce que quand vous voyez la situation complète, sans les limitations de la perspective humaine, le pardon devient inévitable. Après les retrouvailles, vient ce que le docteur Michael Newton appelle la réunion avec le conseil. Différents patients donnaient différents noms. Certains l'appelaient les anciens, d'autres les maîtres, d'autres simplement les guides. Mais la fonction était similaire. Une revue profonde de la vie qui s'est achevée et une planification de la prochaine. Dans ces réunions, selon les récits, l'âme analyse ses progrès, examine les leçons apprises et celles qui ont été perdues et définit des objectifs pour le prochain voyage. Et c'est ici que les grandes décisions sont prises. Quelle sera la prochaine vie? Quels seront les défis? Qui seront les compagnons de voyage? Et ces décisions, selon le docteur Michael Newton, ne sont prises par l'âme elle-même, pas imposées, choisies. Je sais que cela peut sembler beaucoup à digérer. L'idée que nous choisissons nos vies, nos difficultés, même nos tragédies, est confrontante. Mais avant de la rejeter, considérez l'alternative. Si la vie est aléatoire, si nous souffrons sans raison, si la mort est la fin absolue, alors rien n'a de sens. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de signification. Mais si cet entre-deux-mondes existe, si la mort est une transition et non une fin, si nous choisissons nos parcours comme partie d'un apprentissage plus grand, alors tout change. La souffrance prend un sens, la vie gagne un but, la mort perd sa terreur. Et c'est cela, selon Raymond Moody. La transformation majeure que provoquent les expériences de mort imminente, ce n'est pas une certitude sur l'au-delà. C'est la transformation de la relation avec la vie. Des études montrent que les personnes qui vivent des expériences de mort imminente reviennent profondément changées. Moins de peur de la mort, plus d'appréciation pour la vie, moins de matérialisme, plus de compassion, moins d'intérêt pour les possessions et plus d'intérêt pour les relations. Pim van Lommel, un cardiologue néerlandais qui a étudié des survivants d'arrêt cardiaque pendant plus de 20 ans, a documenté ces changements chez des centaines de patients. Et il a découvert quelque chose de fascinant. Ces changements étaient permanents. Ce n'était pas une euphorie temporaire. C'était des transformations fondamentales de valeurs et de priorités qui duraient des décennies. Et voici le plus intéressant. Ces transformations ne dépendaient pas de la durée pendant laquelle la personne était restée morte. Certains patients qui étaient cliniquement morts pendant seulement quelques minutes ont connu des transformations aussi profondes que ceux qui étaient restés morts plus longtemps. Qu'est-ce que cela suggère? Que même un bref aperçu de l'entre-deux-mondes suffit à changer une vie pour toujours. La durée n'importe pas. Ce qui importe, c'est d'avoir vu, d'avoir expérimenté, d'avoir touché, même pour un instant, cette réalité plus vaste. Mais maintenant, je dois aborder quelque chose que beaucoup de gens demandent. Si l'entre-deux-mondes est si paisible, si accueillant, pourquoi revenons-nous? Pourquoi ne restons-nous pas là? Les recherches de Raymond Moody et du Dr Michael Newton offrent des réponses conséquentes. La plupart des personnes qui reviennent décrivent l'une des deux situations suivantes. Soit on leur a dit que leur heure n'était pas encore venue, qu'il y avait quelque chose à accomplir, soit elles ont reçu un choix et ont décidé de revenir, généralement par amour pour quelqu'un qu'elles laisseraient derrière, de jeunes enfants, des partenaires, des parents âgés. L'amour semble être la force la plus puissante qui nous ramène de l'entre-deux-mondes, plus fort que la paix, plus fort que la lumière, plus fort même que la curiosité de voir ce qui vient après. Et cela nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de l'existence. L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est une force si réelle qu'elle peut traverser le seuil de la mort et ramener quelqu'un en arrière. Vous connaissez probablement des personnes qui ont survécu à des situations impossibles, des accidents qui auraient dû être mortels,
des maladies terminales qui ont mystérieusement régressé. Peut-être êtes-vous vous-même l'une de ces personnes. Les recherches suggèrent que dans ces moments, quelque chose se passe dans l'entre-deux-mondes. Une décision est prise, un choix de continuer. Et ce choix est souvent motivé par l'amour. Mais, et quand l'heure arrive, vraiment, quand il n'y a pas de retour? Les patients du Dr Michael Newton, qui ont exploré ce territoire pendant des régressions hypnotiques, décrivent une continuation naturelle du processus. Après les réunions avec le conseil, après la planification de la prochaine vie, il y a une période de préparation. Et quand tout est prêt, l'âme choisit sa prochaine incarnation. Elle choisit les parents, elle choisit le corps, elle choisit les circonstances initiales. Et alors commence le voyage de retour. Mais voici quelque chose que beaucoup ne savent pas. Selon le docteur Michael Newton, l'âme n'entre pas complètement dans le corps au moment de la conception. Elle se connecte graduellement, visitant le fœtus, s'habituant au nouveau véhicule, jusqu'à ce que, à un moment donné entre les derniers mois de gestation et les premiers moments après la naissance, la connexion se complète et à ce moment, le voile tombe. Les mémoires de l'entre-deux-mondes s'effacent et la nouvelle vie commence. Cela explique pourquoi les très jeunes enfants parlent parfois de vies antérieures ou décrivent des détails sur l'entre-deux-mondes qu'ils ne pourraient pas savoir. La connexion avec ces mémoires n'a pas encore été complètement coupée. Le docteur Jim Tucker de l'Université de Virginie a documenté plus de 2500 cas d'enfants qui rapportèrent des mémoires de vie passées, et dans 70% des cas. Les détails fournis par les enfants ont pu être vérifiés. Nom, lieu, date, événements historiques. Des choses qu'un enfant de 3 ou 4 ans ne pourrait pas savoir. Ces cas sont la preuve la plus directe que nous ayons que quelque chose survit à la mort, que l'entre-deux-mondes n'est pas seulement une expérience de transition, mais une réalité où l'identité continue d'exister entre une vie et une autre. Maintenant, après tout ce que j'ai révélé, vous vous demandez peut-être, et alors, qu'est-ce que je fais de cette information? Et c'est la question la plus importante de toutes. Raymond Moody, après 50 ans à étudier la mort, offre une réponse simple. Vivez comme si l'entre-deux-mondes était réel. Parce que si c'est le cas, et toutes les preuves indiquent que c'est le cas, alors vos actions importent. Non pas parce que Dieu va vous juger, non pas parce qu'il existe une punition ou une récompense, mais parce que vous allez vous voir dans la revue de vie. Vous allez ressentir l'impact de chaque choix que vous avez fait. Chaque gentillesse sera ressentie du point de vue de celui qui l'a reçue. Chaque cruauté aussi. Chaque moment où vous auriez pu aider et que vous ne l'avez pas fait. Chaque mot dit et non dit. Et il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas d'excuse. Il y aura seulement la vérité complète, vue sous tous les angles. Cela ne devrait pas vous effrayer. Cela devrait vous libérer. Parce que cela signifie que vous avez un pouvoir total sur votre expérience future. Chaque acte de bonté que vous pratiquez maintenant est une graine de paix que vous allez récolter dans l'entre-deux-mondes. Chaque moment de connexion authentique que vous créez est une retrouvaille garantie de l'autre côté. La mort cesse d'être quelque chose à craindre. Elle devient quelque chose à se préparer, non pas avec peur, mais avec intention, non pas avec déni, mais avec conscience. Vous venez de découvrir ce que 50 ans de recherche ont révélé sur le mystère le plus ancien de l'humanité. Peu ont accès à ces informations de manière aussi directe. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Lorsque vous soutenez ce travail via le Super Thanks, vous ne faites pas seulement un don. Vous devenez partie prenante d'un mouvement qui apporte la lumière sur le mystère le plus profond de l'existence. Vous aidez à diffuser des informations qui peuvent transformer la façon dont des milliers de personnes voient la vie et la mort. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas attendu. Mais si ce voyage dans l'entre-deux-mondes vous a touché d'une manière ou d'une autre, pensez à cliquer sur ce bouton. Pensez à faire partie de cette mission. Maintenant, comment vivez-vous différemment en sachant ce que vous savez? La réponse la plus courante parmi les patients de Raymond Moody était simple, avec plus de présence, moins d'inquiétude pour les choses matérielles,
plus d'attention aux relations, moins de peur, plus d'amour. Parce que si l'entre-deux-mondes est réel, alors cette vie n'est qu'un chapitre important, mais tout de même seulement un chapitre. Et ce qui importe, ce n'est pas combien vous avez accumulé, c'est comment vous avez aimé, comment vous avez servi, comment vous avez grandi. Les patients qui ont visité l'entre-deux-mondes et qui sont revenus décrivent un changement fondamental de priorité. Avant cette expérience, beaucoup étaient focalisés sur le succès, l'argent, le statut social. Après, ces choses leur paraissaient triviales. Ce qui importait, c'était la connexion, le but, le fait de faire la différence. Et la plupart rapportaient que ce changement n'était pas un effort, c'était naturel. Une fois que vous avez la perspective de l'entre-deux-mondes, vous ne pouvez plus prendre au sérieux les choses qui vous semblaient si importantes auparavant. Alors, voici ma question pour vous. Avez-vous besoin de mourir pour avoir cette perspective? Ou pouvez-vous choisir de l'adopter maintenant, pendant que vous avez encore le temps? Les recherches de Raymond Moody suggèrent que la plus grande tragédie n'est pas la mort, mais de vivre une vie entière sans s'éveiller à ce qui compte vraiment. C'est d'arriver dans l'entre-deux-mondes et de réaliser que vous avez passé des décennies focalisées sur les mauvaises choses. La bonne nouvelle, c'est que vous regardez cette vidéo. Vous êtes en quête, vous vous posez des questions. Et ça, c'est déjà un éveil. L'entre-deux-mondes n'est pas seulement une destination, c'est un rappel. Un rappel que la vie est trop précieuse pour être gaspillée. Que chaque moment est une opportunité. Que chaque personne qui croise votre chemin est une âme en voyage, tout comme vous. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait remettre en question ce qui existe au-delà? Un rêve vivace? Une synchronicité impossible? Une sensation de présence de quelqu'un qui est déjà parti? Commentez entre les vies, si vous croyez qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous voyons. Ou racontez votre expérience. Chaque histoire partagée aide les autres à s'éveiller. Et si vous traversez un deuil en ce moment, si vous avez perdu quelqu'un de cher récemment, laissez-moi vous dire quelque chose. Selon tout ce que les recherches de Raymond Moody révèlent, la séparation est temporaire. L'amour que vous ressentez n'est pas gaspillé. Il traverse l'entre-deux-mondes et il sera rendu lors des retrouvailles. La mort n'est pas la fin, c'est une porte. Et de l'autre côté de cette porte, quelqu'un vous attend. Que la paix de l'entre-deux-mondes vous accompagne. Et que la connaissance que vous avez reçue aujourd'hui transforme la façon dont vous vivez chaque moment de cette vie précieuse.